Oui, avec le Coma Science Group, qui fait partie de l'Institut de recherche Giga Consciousness, on essaye avec l'équipe et je dois vraiment les remercier parce que c'est eux qui font le travail extraordinaire et je vais vous illustrer un peu leurs recherches qui sont difficiles parce que je pense que quand on parle de la conscience humaine, on touche vraiment à des grands mystères. Et donc, pour la conscience, les expériences de mort imminente, la mort, c'est difficile. Et donc, c'est un plaisir de discuter avec vous de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas. Et puis, comment on peut traduire ces connaissances vers une meilleure prise en charge. Donc ça, c'est en effet au centre du cerveau, au CHU. Et notre microcosme, notre environnement, c'est celui-ci. C'est des personnes qui, malheureusement, ont eu une blessure grave au cerveau après un traumatisme, une hémorragie, un manque d'oxygène après un arrêt cardiaque, et qui se retrouvent là dans un état parfois entre les deux, où notre expertise, c'est justement de réduire l'incertitude sur leur diagnostic. Est-ce qu'ils sont conscients ou pas? Dans quelle mesure? Est-ce qu'ils ont des chances de récupérer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et c'est ce que vous voyez là, des électrodes, des machines qui nous permettent de mesurer ce qui se passe dans le cerveau, dans le mental. Alors je pense que aujourd'hui, pour ma présentation, mais pour tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et hier, c'est important de séparer les différents aspects. Il y a notre travail comme soignant, hein, donc j'ai la casquette du médecin, et puis il y a la casquette du scientifique, c'est un autre métier, c'est une autre approche. Et je pense qu'il faut vraiment différencier, je vais essayer de le faire, entre ce que je pense savoir comme scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été observé de manière reproductible par les différents chercheurs, et puis mon opinion personnelle, mes croyances. Et donc, quand on parle de la mort, de l'expérience de mort imminente, de l'esprit, de l'âme, ben on est dans un... C'est un peu touchy. Et c'était historiquement le domaine de la religion. Ici, je l'ai mis comme spiritualité. Et ça, je pense que peut-être la science ne peut pas, ne doit pas nous répondre à cette grande question du sens de la vie. Et donc, voilà, je viens ici comme médecin, scientifique, et pas comme prêtre, où je suis très heureux de vivre aujourd'hui, et pas, par exemple, à l'époque de l'ancienne Égypte, où notre connaissance, aussi bien médicale que scientifique, était quand même différente. Et donc, on avait une pensée magique. Vous voyez ici le livre des morts, il y a 3000 ans, où le pauvre Égyptien, qui est aux portes là, de l'au-delà, confronté aux dieux, se voit évalué, et c'est le cœur qu'on va mesurer. Les Égyptiens, ils étaient beaucoup moins excités par le cerveau que moi. J'ai d'ailleurs, parce que je vais avoir un peu difficile, pris mon cerveau de réserve. C'est impression 3D de mon cerveau. Il y a mes copains qui disent « Heureusement que tu n'es pas urologue. » Hein. Fait un peu bizarre, un peu exhibitionniste. Et je comprends pourquoi on me traite de matérialiste à force de traîner avec des cerveaux tout le temps et partout. Bon, les Égyptiens, ils étaient moins excités, ils jetaient le cerveau, ils gardaient le cœur. Et donc là, on voit qu'on va le peser et cette notion d'esprit, de souffle vital, on considérait que c'était au cœur et donc pas au cerveau. On le sait, dans notre tradition judéo-chrétienne, ici, une illustration, on est au XVIIe, de cet esprit humain. Hein, et
je pense que l'homme, et c'est peut-être bien de le spécifier, que c'est l'homme. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme, c'est ça? Pardon? Des droits des femmes. Ces droits des femmes étaient différents au XVIIe. Et donc, le grand philosophe qui a dessiné ceci, c'était pas une femme. Et donc, cet homme va se mettre un peu au-dessus de la nature, au-dessus des animaux, comme vous voyez ici. Et puis, tout en haut, évidemment, il y a Dieu. Et je pense que c'est intéressant de, quand même, aujourd'hui, on va voir des débats où, comme je disais, il y a la connaissance scientifique et puis il y a l'opinion de chacun et chacune qu'il faut respecter. Et cette tension qu'il y a eu entre religion et science, et voilà, des collègues, si je peux le dire, scientifiques, qui ont été tués pour leurs convictions, parce qu'ils disaient que, ben non, le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, ou encore la théorie de l'évolution, Darwin, c'est pas évident, c'est pas sur toute la planète que c'est accepté. Et toujours aujourd'hui, je pense que des maladies comme le sida, pour certains, est considéré comme une punition de Dieu. Et donc, je suis très content que la science nous aide à un peu mieux comprendre cette réalité, cette nature qui nous entoure. On est tous à risque du coronavirus. Et donc, on est très heureux, je pense, qu'il y a des scientifiques qui sont en ce moment en train de rechercher une solution, un vaccin. Et je pense qu'on ne l'apprécie pas assez. Une fois que ça va être contrôlé, on les oublie et ils vont rechercher surtout de l'argent pour pouvoir travailler. Et ça, je le connais très très bien. Et donc voilà, il n'y a pas si longtemps, ici même, on a brûlé ces femmes avec peu de droits, je pense, jugées par des hommes, considérées comme des sorcières, alors qu'ils avaient peut-être une maladie du cerveau, une épilepsie. Et donc, je pense que c'est une belle illustration comment la connaissance nous permet de mieux comprendre et donc améliorer clairement notre qualité de vie, notre espérance de vie. Alors aujourd'hui, on va parler de la mort. C'est un sujet un peu... Je vais quand même, comme dernier orateur, essayer de le faire avec une touche humoristique. Et pas uniquement parler de la mort, mais si on parle de mort, on parle aussi de vie. Et si la mort, c'est difficile pour nous à accepter, à comprendre, mais la vie aussi. C'est compliqué à expliquer, comme l'origine de la matière. Et donc là, je montre Louis Pasteur et son épouse, beaucoup moins connue, Marie Laurent, ce jour international des droits de la femme, qui apparemment était très important aussi dans ses travaux, très méconnu. Et donc Pasteur, à l'époque 19e, était confronté à ce mystère d'une éventuelle génération spontanée de la vie. Et il y avait cette notion, ici on parle de conscience invisible, là c'était cette force vitale invisible. Et cette observation qu'on connaît tous, qu'on a déjà vue, on laisse traîner une nourriture et on revient après et c'est plein de vie. Il y a des vers, il y a des mouches, des champignons. Et donc, la croyance était, eh bien, la vie, elle est générée spontanément. Je le vois bien. Soudainement, il y a plein de bébêtes. Et Pasteur, je pense qu'il est important parce qu'il nous apprend à vraiment faire des expériences, à décrire ce qu'il fait, la méthodologie qui va pouvoir être reproduite par d'autres et qui va nous permettre de mieux comprendre. Et donc, il va nous dire, il n'y a pas nécessairement de force vitale.
En fait, quand je fais ces expériences de manière propre, rigoureuse, vous le voyez là avec dans son labo, avec son microscope, et il va nous identifier des microbes, des petits bébêtes invisibles qui sont là, mais quand on est dans un milieu non contaminé, eh bien, il n'y a pas de génération spontanée de la vie. Donc c'est important d'insister sur cette méthodologie scientifique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je décris exactement ce que je fais, je vais expliquer mes résultats, mais surtout permettre aux autres de le répliquer. Et donc en science, ce n'est pas écrire un livre qui va vraiment être important, c'est d'écrire un article dans un journal scientifique. Et ce n'est pas un article qui va changer la science, c'est quand ce sera reproduit par plusieurs autres labos qu'on va dire, tiens, là, on repousse la frontière de notre connaissance, ou peut-être, je dois dire, de notre ignorance. Évidemment, il faut être prudent. Je pense, comme soignant, on a une responsabilité. Et comme ici, sur ce tableau, que j'ai aussi repris dans un livre scientifique, eh bien, il y a le risque d'être un charlatan, hein, c'est-à-dire de vendre du rêve, encore plus au XVIIe qu'aujourd'hui, mais je pense que c'est important de séparer ce qui a été démontré et de le traduire vers une utilisation médicale. Et donc, voilà, vous avez compris, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas philosophe, je veux vérifier, je veux mesurer. Et donc, j'apprécie beaucoup Vézal, hein, qui se disait, tiens, ces philosophes grecs qui me parlent de l'esprit, qui me parlent de comment la nature fonctionne, mon corps, est-ce qu'ils ont vraiment raison? Est-ce que c'est vrai ce qu'il y a dans ces anciens livres? Je vais commencer à disséquer des cadavres, et c'était le premier, comprendre que le cerveau, il est quand même particulier, et que à l'époque de l'ancienne Égypte, ils avaient peut-être tort de le jeter, parce qu'ils voient que tous les nerfs vont arriver vers cette centrale qui est notre cerveau. Évidemment, je pense, nous sommes tous des enfants de notre époque, et le scientifique, il dépend des technologies. Et donc là, Vézal, à un moment, il ne peut pas aller plus loin. Il n'avait pas encore de microscope, il va être découvert beaucoup plus tard. Et ça va être Ramón y Cajal, qui va être le premier à voir avec son microscope les cellules nerveuses, celles dans votre cerveau en ce moment même, pour ceux qui ne dorment pas, qui est Wollenbach en train de vous permettre de m'entendre, j'espère de me comprendre, d'avoir des pensées, des émotions. Et qu'est-ce qui rend cette cellule, ces neurones, tellement différents de toutes les autres cellules de votre corps? Allez. C'est une dame qui peut répondre, par contre. Rien? Les connexions, ouais. Et donc, ça c'est la première fois que l'homme va dessiner cette cellule nerveuse, et elle est particulière parce qu'il y a toutes ces branches. Ces cellules parlent, communiquent avec des dizaines de milliers d'autres cellules. Et les petits points que vous voyez peut-être, c'est les synapses, les petits ponts. Et donc c'est ça qui fait de cet organe une énorme complexité, parce qu'il y a des milliards de neurones, mais surtout des milliers de milliards de synapses dans une soupe de neurotransmetteurs qui en permanence sont en train de changer leur activité. Et aussi, si vous allez retenir, j'espère, quelque chose de ce qui a été dit ces 2 jours de ce colloque, ça va changer vos synapses, vos connexions. Et évidemment, maintenant, on a la chance d'avoir ces machines qui nous permettent de regarder ce qui se passe à l'intérieur,
sans devoir attendre que le patient est vraiment mort, comme à l'époque de Vézal. À l'époque de Cajal, on a les IRM, les PET scans, les électroencéphalogrammes, et on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà un peu l'approche scientifique. Et puis, la question, comment utiliser cela quand on est confronté à la mort? Ça, c'est pas facile, parce que, par définition, la mort, c'est irréversible. Je trouve que c'est un sujet peut-être un peu lourd, et j'aimerais commencer par une histoire mi-triste, mi-rigolote. Triste pour lui, patient qui m'est envoyé de Grande-Bretagne, mais qui m'a quand même fait sourire parce que la secrétaire, elle m'appelle et dit « Professeur Lorès, là il faut venir parce que votre patient il est arrivé et il dit qu'il est mort ». Donc elle était toute inquiète. Et en effet, j'ai cette discussion avec ce monsieur que vous voyez là, Graham, qui me dit « je suis mort ». Et donc ça me permet de raconter c'est quoi la mort. Ça nous concerne tous. Il y a peu de certitudes dans mon métier, mais qu'on va mourir, je pense qu'il va falloir vivre avec. C'est quand qu'on est mort? Ça fait 2 jours que vous discutez de ça. Du coup, on vous avait vraiment douté. Allez. Quand l'activité cérébrale est plate, oui. Le cœur arrêté. Il y a 3 fonctions vitales, en fait. Pour le dernier souffle, c'est les poumons, c'est le cœur, c'est le cerveau. Et donc, c'était très clair que ce monsieur qui était assis devant moi, qui dit « je suis mort », c'est quand même très, très exceptionnel, incompatible avec le diagnostic d'un arrêt irréversible de la respiration, de la circulation et de l'activité cérébrale. Mais il avait ce qu'on appelle le syndrome de Cotard. C'est une forme très, très sévère de dépression. Il avait un problème relationnel et il a rempli son bain, il s'est mis dedans avec le sèche-cheveux. Depuis Clo-Clo, il y a eu beaucoup de changements au niveau des sécurités. Les plombs ont sauté et il ne s'est rien passé. Sauf qu'il a quitté son bain, il était convaincu qu'il était mort. Okay? Et donc c'était très... Ça vous fait rire. Pour lui, ce n'était pas très rigolo. Il était vraiment dans un état de mélancolie sévère. Il était convaincu que son cerveau était mort, justement. Il traînait au cimetière, il ne faisait plus rien. Il y a peut-être un aspect positif, il a arrêté de fumer. Il dit, ça ne sert à rien, je suis mort, je ne fume plus. On a... Comme quoi on peut rire de la mort. Réussi jusqu'à... Voilà. L'histoire du syndrome de Cotard, où on a utilisé aussi nos machines, voilà, je ne peux pas m'en empêcher, je regarde toujours dans le cerveau, nous a permis de mieux comprendre. Et depuis lors, je peux vous rassurer un peu, il va aussi mieux. Alors, une autre inquiétude, c'est peut-être chacun de nous, on a une crainte que le médecin il va se tromper. Pas le médecin liégeois au CHU, mais peut-être d'autres médecins peuvent faire un mauvais diagnostic et alors on est enterré vivant. Et donc, voilà, je ne suis pas mort. Eh bien, Karnish Karnicki, qui travaillait pour le Tsar en Russie, 19e, a fait une petite fortune avec la location de cette machine que vous voyez là, qui est dans le livre, où d'en bas, on pouvait dire « Oh là, je suis bien là », et on peut faire bouger le petit drapeau, sonner la cloche ou casser la petite ampoule. En fonction de son budget, on pouvait le louer pour certaines durées. Il n'y a pas de statistiques sur combien d'âmes ont été sauvées avec cet appareil.
Mais donc, à l'époque, c'était relativement simple. On est mort quand on a une perte irréversible d'une de ces trois fonctions, cœur, poumon, cerveau. Et puis, les choses se compliquent, et c'est une image que Charlotte Martial vous a déjà montrée hier, je pense. C'est Björn Ibsen, un médecin à Copenhague, qui va inventer une nouvelle machine. C'est le respirateur artificiel qui, pour la première fois, va dissocier ces trois fonctions. C'est le début d'une nouvelle spécialité, qui sont les soins intensifs. Ça va obliger la médecine et la société à redéfinir la mort, et ce sera aussi le début de ce qu'on appelle maintenant la discussion sur l'acharnement thérapeutique. Donc, quelque chose d'énorme, ce respirateur artificiel qui, chez des personnes qui ont un accident, avec des énormes saignements dans le cerveau, qui normalement, ils seraient tout simplement décédés. Maintenant, il y a cette machine qui continue à assurer un mouvement de respiration, donc la circulation reste, et donc ces nouveaux médecins intensivistes qui se posent la question, est-ce que ça a un sens de continuer cette machine si je sais que le patient, après son accident, il n'y a plus de cerveau et il est là, dans mon service, avec ces machines, est-ce que je peux les arrêter? Et en particulier en Italie, ils sont allés voir le pape, Pie XII, qui peut-être... et on le verra parce qu'on est en train de regarder son dossier, n'était pas exemplaire pour son rôle dans la Deuxième Guerre, mais là, confronté, on est dans les années 50, à ces médecins qui posent la question, est-ce que on doit, chez tous ces patients, à tout prix, continuer? Il va dire, tout d'abord, et c'est quand même années 50, je trouve très progressif comme réponse, chacun son métier, c'est à vous, médecins, de définir la mort. Et puis, vous n'avez pas l'obligation morale de continuer si vous dites qu'il n'y a pas d'espoir raisonnable. Et donc, une reconnaissance de l'Église de cet acharnement thérapeutique, c'est-à-dire si le traitement n'a plus de chance raisonnable d'améliorer la situation, il ne faut pas continuer. Mais donc, cette machine, cette redéfinition de la mort basée sur des critères de cerveau maintenant, va vraiment créer ce que j'appellerais des artefacts de cette médecine moderne qui n'existaient pas il y a pas si quelques décennies, pas si loin. Et on a donc des personnes qui sont dans un coma, qui vont peut-être survivre cela, se réveiller, ouvrir les yeux, mais pas montrer des signes de conscience. Et donc, c'est ça où avec l'équipe, on a une expertise, des personnes qui viennent de partout en Europe dans notre centre pour essayer de répondre à la question, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose et comment le savoir, comment le mesurer. Mais alors, comment faire si, je vous ai dit, la conscience, ça reste un des grands mystères pour la science. Comment, comme soignant, confronté à ces personnes, comment la mesurer? Comment définir l'indéfinissable? On va, comme soignant, utiliser deux dimensions qui sont très simples. La première, c'est qu'on va dire, pour être conscient, il faut être réveillé. Donc je regarde un peu ceux qui se sont endormis. Du coup, ils se réveillent. Si, et moi je suis fils de paysan, j'aime bien la définition simple, la conscience, c'est ce que vous perdez tous les soirs quand vous tombez dans un sommeil, quand votre niveau d'éveil va diminuer, à un moment, vous perdez conscience de ce qui se passe autour de vous. D'accord ? Ça peut peut-être vous arriver pendant cette conférence. On le connaît bien et on connaît aussi l'exception, qui est le rêve, où là, vous êtes endormi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes inconscient, endormi, et pourtant, vous avez là ces rêves
très riche, très détaillé. Et donc, le défi pour le soignant qui doit essayer de mesurer chez quelqu'un d'autre ce qui se passe, une expérience personnelle subjective à l'intérieur de son esprit. Et donc le patient dans le coma, comme lors d'un coma pharmacologique, c'est-à-dire une anesthésie, il n'est plus éveillable. Il ne va jamais ouvrir les yeux, même quand on le stimule, même quand on applique une stimulation douloureuse, il reste les yeux fermés et il montre uniquement des mouvements réflexes. Et comme je viens de dire, dans les années 70, on a pour la première fois identifié cette situation très particulière où on survit à ce coma, on ouvre les yeux, on respire spontanément, on bouge, et donc on est un peu comme vous là. Sauf qu'on est considéré comme, à l'époque on disait végétatif, je trouve ce terme horrible, on ne va pas comparer des êtres humains avec des plantes, donc on a proposé maintenant aussi au niveau européen qu'aux États-Unis un terme plus neutre qui est un éveil non répondant. Parce que si on va quantifier l'éveil par l'ouverture des yeux, ça c'est assez simple, on va quantifier la conscience de l'environnement par un test en fait qui est le même que mes collègues utilisaient déjà à l'époque de l'ancienne Égypte, c'est une réponse à la commande. D'accord ? Donc si je veux savoir si mon ami Pim van Lommel est conscient, et on peut se poser la question, je vais demander, Pim, bouge la main gauche. Pim, bouge, s'il te plaît, la main gauche. Voilà, on a déjà un problème. Est-ce que j'ai... This is unfair, because... So I just asked, please move your left arm. Okay, see? Mais ça illustre bien comment mon test, je peux me tromper. Donc évidemment, il ne bougeait pas. Est-ce que j'ai prouvé que Pim était... I will take you as my favorite guinea pig. Okay? Si, qu'il est vraiment inconscient, bien sûr que non. D'accord ? Il est peut-être sourd, il n'a peut-être pas compris la question comme c'était le cas. Mais aussi, il se peut qu'après... Il ne faut pas rire quand il n'y a pas des blagues non plus. Hein. Je vais être vexé. Il se peut qu'après un accident, il a une lésion au niveau des nerfs, de la moelle, du tronc cérébral, et son cerveau dit bouge, bouge, mais il n'est plus connecté avec les muscles. Et donc, le test clinique de la conscience, qui en réalité dépend d'une réponse motrice, eh bien, il marche bien souvent, mais pas nécessairement toujours. Et je pense qu'une des contributions de l'équipe, c'était de justement dire, eh bien, la conscience, ce n'est pas tout ou rien. On peut être plus ou moins éveillé, on peut être plus ou moins conscient. Et donc, c'est la reconnaissance qui est beaucoup plus récente, 2002, de ce qu'on appelle l'état de conscience minimal, où vous avez un patient qui parfois répond et parfois pas. Mais par définition, vous ne pouvez pas communiquer avec lui avec un code oui-non, comme est le cas avec le syndrome locked-in, que vous connaissez. Locked-in de l'anglais, renfermé. Mon esprit, il est là, mais je suis dans un corps paralysé, classiquement parce que j'ai une blessure au niveau du tronc cérébral, et uniquement par des petits mouvements des yeux, je peux répondre avec un mouvement oui, avec un autre mouvement non. Une belle illustration de comment notre évaluation de la conscience dépend d'une réponse motrice. Et donc je pense que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, hier, sur ces expériences de mort imminente, sur cette perception consciente, ces pensées, ces émotions, chez quelqu'un qui était censé être inconscient, illustre deux choses. Un, la conscience, c'est pas tout ou rien. Et ici, je le montre comme 50 nuances de gris, ce qui n'est
pas correct non plus. Je pense que plutôt c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et que la conscience de ces personnes-là, c'est leur conscience qui est difficile à comparer à la nôtre en ce moment avec un cerveau intact. Et que avoir ces machines, ces technologies peut être utile pour mieux documenter ce qui reste comme activité mentale. Et donc quand on a commencé dans les années 90 à essayer de répondre à la question, est-ce qu'on peut identifier la conscience dans le cerveau? Vous avez déjà compris où je regarde, mon organe préféré. Eh oui. On a utilisé le PET scan parce que votre cerveau, il utilise en ce moment, pour ceux qui ne dorment pas, plus d'énergie que n'importe quel autre organe dans votre corps. D'accord? Même chez les hommes. Et c'est ce que vous voyez là. On injecte du glucose radioactif. Votre cerveau, il consomme beaucoup de glucose et on voit ces couleurs, c'est tout jaune, c'est rouge. On voit 100% de tous ceux qui sont réveillés, l'activité de ces milliards de neurones. Alors, la mort cérébrale, c'est la mort du cerveau. Quand on fait cet examen, et on l'a fait, on ne voit plus rien. On voit le signe de la boîte vide. Charlotte Martial l'a déjà montré hier. C'est uniquement la peau autour du crâne qui consomme encore un peu de sucre quand on va mettre le volume sur maximum. Et puis vous, cette nuit, j'espère que vous allez mieux dormir que moi j'ai dormi la nuit passée, en sommeil profond, votre activité métabolique, donc la consommation de sucre, va diminuer à peu près 60% de la normale. Par contre, quand vous êtes en train de rêver dans le sommeil paradoxal, il se passe quelque chose de paradoxal, l'activité est très proche de la normale. Puis quand on va vous donner des médicaments pour vous endormir, pour faire une opération, une anesthésie, on voit que ces médicaments vont diminuer l'activité du cerveau. Et puis évidemment, quand on arrête les médicaments, en tout cas c'est le but, vous récupérez conscience de manière intacte et le cerveau y retourne à 100%. Et donc là, on pourrait dire que la conscience, elle est partout dans le cerveau. Et si ça diminue, partout, vous perdez conscience. Et c'était un peu à l'époque, années 90, ce que certains collègues pensaient, que c'était impossible d'aller plus loin, de dire qu'il y a peut-être des régions, des réseaux qui sont plus importants. Et donc je pense qu'avec l'équipe, une des contributions, c'est de dire, quand on regarde le coma pathologique, ou ces fameux éveils non répondants, on voit en effet une diminution globale et massive. Ce que vous voyez là, c'est des couleurs bleues, c'est très bas. Mais quand ils récupèrent conscience, ils ne récupèrent pas 100%. Autrement dit, il ne faut pas tout le cerveau pour être conscient. Et donc ça, je pense aussi que c'est une erreur historique. Donc la conscience, ce n'est pas tout ou rien. Et il faut peut-être moins d'activité cérébrale pour qu'il y ait pensée, pour qu'il y ait perception, pour qu'il y ait émotion. Et donc avec l'équipe, on a pu identifier les deux réseaux de la conscience. L'équipe, c'est Olivia Gosseric qui est là, Aurore Thibault, les anesthésistes intensivistes qui regardent donc l'effet de ces médicaments, et puis avec Marie-Lise Fémonville, où on a quand même une grande madame qui a introduit l'hypnose au bloc opératoire, et maintenant le travail d'Audrey Van Oudenose, où ils ont presque 10 000 patients qui ont une chirurgie. On enlève la thyroïde, partie du sein, corrige le nez, partout sur la planète, on va vous mettre dans une anesthésie profonde. Et là, vous êtes sur la table du chirurgien, comme la reine Fabiola, c'est dans le domaine public, elle a eu opération de la thyroïde, à un certain âge, l'anesthésie n'est pas sans risque. Et donc, elle est en train de penser à ses vacances en Espagne, dans cet état hypnotique, pendant que le chirurgien y coupe. Et on a pu voir que ces deux réseaux de la conscience sont modifiés dans tous ces états modifiés de conscience, pathologique, pharmacologique, physiologique, hypnose, et donc, comme disait Martine, maintenant, plus récemment, en méditation et en transe, des études en cours. Alors, pour que vous ayez une conscience
de ce que je suis en train de dire, de ce que vous voyez en ce moment. Il faut ce réseau qui est en rouge, devant, derrière. Ce n'est pas une petite région, c'est un réseau. Probablement que chaque hémisphère a sa propre conscience, mais c'est le dominant gauche qui peut l'exprimer. Et si je vais abîmer ou déconnecter ces régions du réseau de la conscience du monde extérieur des deux côtés, eh bien, vous n'avez plus de perception. Tout ce qui passe par vos sens, vous ne pouvez plus donner un sens à cela. Et c'est ce qu'on voit pendant le sommeil profond, pendant l'anesthésie générale et dans le coma. Et puis vous avez un deuxième réseau, c'est le réseau de la conscience intérieure, cette petite voix qui vous parle en ce moment. D'accord ? Très, très puissant. Et donc, ça va être très, très... Moi, quand je vais à une conférence comme vous, je pense à plein de choses. Qu'est-ce que je vais encore faire demain? Des courses, hein, je dois répondre à un mail, commence à être long. Tiens, mon voisin, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez cette petite voix qui parfois tourne et vous n'avez plus de contrôle, et alors ça devient des ruminations, ça peut vous empêcher de dormir, ça peut vous donner des angoisses, ça peut vous déprimer. Et donc, c'est très puissant, ça nous permet d'anticiper, de planifier, mais on le sait aussi, ça nous donne parfois des difficultés au niveau mental. Et donc, d'ailleurs, en méditation, vous prenez conscience et un certain contrôle de justement ce réseau-là et de cette petite voix intérieure, en bleu à l'intérieur du cerveau. Et les études montrent donc que les deux vont être diminués quand vous êtes inconscient, que dans l'hypnose, ça va être le réseau du monde extérieur qui va être déconnecté, d'accord ? Ce qui permet aux chirurgiens de travailler. Et en méditation, ça dépend de l'exercice que vous faites. Et avec cette connaissance-là, on va mieux soigner les personnes dites dans le coma, dites non-répondants, état de conscience minimal, où on ne peut pas communiquer avec eux, ils ne peuvent pas nous dire ce qu'ils pensent, mais les machines, et vous voyez ici des études compliquées, où la moitié de l'équipe, c'est des ingénieurs, des mathématiciens, qui vont nous permettre d'utiliser ces outils, y compris l'intelligence artificielle, pour aller décoder ce que les machines mesurent pour aider le clinicien et qui vont réduire l'incertitude. Et c'est ce que vous voyez là sur un des papiers de l'équipe. Et je pense que c'est important parce que, par exemple, il est clair maintenant que des personnes qui ont un arrêt cardiaque et où on pensait ils sont là aux soins intensifs, ils ne perçoivent rien. On sait maintenant que quand ils survivent et qu'ils récupèrent et qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, qu'on peut sous-estimer ce qui se passe dans leur esprit, dans leur cerveau. Et c'est évidemment important pour leur niveau d'inconfort, pour la potentialité de percevoir de la douleur. Et donc là, avec l'équipe, et ça c'est un schéma qui vient aussi du livre, on a démontré comment le cerveau s'active quand vous avez mal, c'est toutes les régions en noir, comment en mort cérébrale, il n'y a plus rien qui s'active, mais aussi que chez certains de ces patients qui ne peuvent plus communiquer, eh bien, parfois les scanners, les machines montrent que c'est un cerveau qui est presque aussi actif que le vôtre, que le mien, et que donc il faut donner des antidouleurs et que donc il faut être très soucieux de leur niveau de confort. Ceci a donc changé les livres de médecine et leur prise en charge. Ces mêmes machines nous permettent même parfois, mais c'est difficile, de communiquer avec eux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des interfaces cerveau-ordinateur. Donc je vais reprendre mon cobaye favori Pim. Je pose la même question. Pim, move your hand. Il ne le fait pas, on commence à le connaître. Ah si. Mais en fait, je ne regarde plus son bras. Je regarde ce qui se passe dans son cerveau. D'accord ? Et alors avec l'électroencéphalogramme ou d'autres techniques, on peut voir que même si Pim, son bras ne bouge pas, il ne bouge pas un seul muscle, son cortex moteur, lui, s'active. Et ça, on peut le décoder. Et c'est ce que vous voyez là. Si je demande « bouge la main », ça va être un peu plus sur le côté. « Bouge le pied », ça va être plus au milieu. Et l'ordinateur peut décoder ça. Et on peut, montrer qu'il y a une réponse à la commande, même s'il ne bouge pas. Et si c'est le cas, utiliser ça pour établir un code oui-non
un peu comme chez les personnes locked-in, mais ici uniquement basé sur les technologies qui mesurent l'activité du cerveau. Et donc, c'est pour ça qu'on est tellement excité par cette activité cérébrale qu'on va la mesurer de tous les moyens possibles et imaginaires et qu'on peut être tout excité. Ici, un cas, donc le cerveau à droite, c'est le mien, il est censé être normal. Celui à côté, c'est un pseudo-coma. Donc c'est quelqu'un qui a fait une thrombose, vous voyez la petite flèche, donc il y a une partie, ça va même assez haut, qui a souffert. On n'a rien au bord du lit, mais on le met dans la machine et on voit ce réseau de la conscience intérieure, comme je vous disais. Autrement dit, ce patient-là, il pense. Et quand on est dans le coma, on n'est pas censé penser. Et donc, on est tout excité, mais il faut être prudent. Le scientifique, il va douter. C'est un des caractéristiques du vrai bon scientifique, c'est qu'il doute. Et ça peut être peut-être un artefact de la machine, ou de sa respiration, de ses battements de cœur, et c'est Pinocchio. D'accord ? Et c'est difficile ici, parce qu'on n'a pas de vérité absolue. Hein, c'est difficile de savoir chez ces personnes, finalement, si la machine a raison, ou si elle mesure quelque chose qui n'est pas là. Et c'est pour ça qu'avec l'équipe, on a plusieurs tests. Un des tests très puissants a été développé avec Olivia Gosseri et des collègues aux États-Unis, en Italie, où elle va stimuler le cerveau avec un aimant très puissant. On se balade dans la matière grise et on peut, avec cet aimant, exciter des parties. Et en même temps, on regarde la réponse du cerveau au niveau électrique. Avec des mathématiques compliquées, on peut apprécier la complexité de cette réponse induite et donner un sort de chiffre. Donc ça, on me traite parfois de réductionniste, ça c'est très réductionniste, on va réduire la conscience à un chiffre, de 0 à 1, et il se trouve que quand on fait ça chez des personnes conscientes, comme vous et moi, ça va être plus haut que 33%, et si vous êtes dans un sommeil profond, ou quand on va vous mettre dans une narcose, ou que vous êtes dans le coma après un trauma ou une hémorragie, ça va être en dessous de 33, très bas. Et donc, ça va être utile à nouveau pour les cliniciens à aider à mesurer l'invisible, la perception consciente. C'est d'ailleurs parce que Martine a parlé de cette ouverture d'esprit, hein, on n'a même pas peur d'étudier les expériences de mort imminente, l'hypnose, la méditation. C'est ce que Olivia a fait avec les collègues et avec Mathieu Ricard. Vous connaissez tout. Qui ne connaît pas Mathieu Ricard ? C'est une vraie rockstar. Hein. Mathieu Ricard, qui est un scientifique aussi, qui a fait sa thèse à l'Institut Pasteur, puis qu'il a fait carrière et il est devenu le traducteur du Dalai Lama. Et il a accepté, comme Kobe, de venir à Liège. On l'a mis dans toutes les machines. Et ici, vous le voyez, c'était la fin de la journée, il commence à avoir un tout petit peu marre. On le voit à son visage. On a le truc blanc qui stimule son cerveau. On mesure avec cette cagoule l'activité électrique. Et donc, pour la première fois, on a vu que ce fameux test de la conscience, qui est impossible à contrôler, si on le fait chez vous, chez moi, on a un chiffre, et il faut être, comme je disais, dans le coma ou anesthésié pour que ça change. Et lui, il arrive à l'augmenter, à le diminuer par cette force de la méditation, hein, illustration de cette force du mental. Je pense que comme l'hypnose, c'est un bel exemple comment on peut influencer nos pensées, nos perceptions. Et donc, ces outils, et ici vous le voyez à nouveau disparaître dans l'IRM, et on voit une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit là, pas la matière grise, mais la matière blanche, c'est-à-dire ces milliers de milliards de connexions, les grandes autoroutes. En bleu, vous avez les connexions qui vont du cortex moteur vers les muscles. Donc là, Mathieu, il n'est pas extraordinaire. En vert, c'est un athlète de l'esprit, c'est pas un athlète olympique classique. En vert, avant-arrière, et en rouge, par contre, on voit quelque chose d'intéressant, c'est les connexions, les autoroutes, les communications entre l'hémisphère gauche et droit sont, chez des personnes qui font beaucoup de méditation, plus développées. Et donc ça, c'est tout le domaine de la plasticité cérébrale, et la méditation est un outil pour documenter. Il ne faut pas être un moine bouddhiste, vous et moi. Quand on va méditer 8 semaines, on va voir déjà des différences, comme on peut les mesurer avec nos machines.
y compris dans ce fameux réseau de la conscience du monde intérieur. Et si vous voulez voir plus de détails, c'est dans le livre que la méditation, c'est vraiment bon pour votre brillant cerveau. Mais les mêmes machines, on va les utiliser chez des personnes dites dans le coma. Ici, vous avez un jeune homme qui a un trauma crânien. Il s'est crashé avec sa voiture à 140 contre un poteau. C'est un moment de décélération et donc vous avez ces fameux connexions. C'est un arbre qui perd ses branches et vous le voyez. Donc ça, c'est assez clair. À nouveau, à droite, c'est un cerveau censé être normal, c'est le mien. Et quelqu'un qui a un trauma grave qui va avoir des blessures à cette matière blanche, à ces milliers de milliards de connexions. Et donc, ça perd alors son efficacité et vous perdez conscience parfois de manière irréversible. Et quand vous récupérez, eh bien, on voit que ces connexions vont parfois se refaire et refonctionner. Ça, c'est ce qu'on a démontré dans un papier qui date maintenant d'il y a 20 ans. C'est là où on se rend compte qu'on commence à vieillir. Et c'est ce qui a été utilisé par des collègues aux États-Unis pour justement stimuler ces mêmes parties du cerveau qui étaient déconnectées, ça s'appelle le thalamus, peu importe, et un papier dans un grand journal Nature qui montre qu'on peut améliorer la conscience, après un trauma crânien, améliorer la conscience avec une stimulation électrique du cerveau. Et alors avec l'équipe, et ça c'est le travail d'Aurore Thibault, on va mettre des électrodes et essayer de stimuler cette plasticité et de donner un meilleur pronostic à ces patients et à nouveau à travers les différentes collaborations comme Dr Olivia Gossery qui vient d'avoir le prix Générette pour l'apomorphine, un médicament pour stimuler à nouveau cette plasticité. Vous voyez ici quelques images obtenues par l'équipe avant et après ces interventions. Et donc vous commencez à être un expert dans les différents états modifiés de conscience. Je regarde un peu ma montre. Martine, on est bon? Et on n'a pas encore beaucoup parlé finalement de la mort. Alors, parlons de ce qu'on peut voir après un accident grave. On a parlé du locked-in syndrome, on a parlé de ce soi-disant végétatif non répondant, l'état de conscience minimal et la mort cérébrale dans tout ça. Je pense que c'est important d'être clair sur ce que c'est et ce que ce n'est pas la mort cérébrale. On a, avec l'équipe, beaucoup étudié, publié, et un mot que je n'aime pas, c'est le mot mort clinique. Mort clinique, il y a le mot mort, donc on peut dire, voilà, donc on est mort, non. La mort clinique, c'est quand votre cœur s'arrête, et on sait très bien qu'il y a une partie de ces patients qu'on peut réanimer. D'accord ? Et ça peut mener à confusion, parfois même dans des documentaires. Ici, c'est la BBC qui mettait un titre qui n'est pas si anodin, pas si neutre. Transplantation d'organes, est-ce que les donneurs sont vraiment morts ? Pas d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts après, en Grande-Bretagne, sur la liste de transplantation. Parce que si vous voyez ça, vous dites, moi, je ne suis plus donneur. D'accord ? Et donc, je pense que c'est important de clairement communiquer sur, justement, les faits, pas des opinions. Quand vous avez les critères de mort cérébrale, jamais depuis les années 50, il y a un seul patient avec les critères qui a récupéré conscience. OK ? Ça, vous l'avez déjà vu. Le signe de la boîte vide, c'est ce qu'on voit en cas de mort cérébrale. Ça, c'est les personnes qui survivent parfois à des situations très très graves et qui parfois nous racontent qu'ils ont une expérience de mort imminente. Et donc moi, ce qui me fascine, c'est comment expliquer ces histoires. Et vous avez eu des témoignages, et il y a plusieurs personnes ici qui ont vécu cela. Et je ne sais pas ce que c'est parce que je ne l'ai pas eu moi-même. Et c'est évidemment fascinant d'étudier ces phénomènes parce que vous avez un cerveau qui souffre. Et si vous voyez une image obtenue après l'arrêt cardiaque, la personne a survécu, l'activité n'est pas zéro, vous voyez, elle est diminuée. Comment un cerveau qui souffre est capable d'avoir ces perceptions tellement intenses, tellement claires, et donc le patient qui dit « j'étais presque mort, j'ai vu le tunnel »,
Est-ce que c'est la preuve d'une vie après la mort? Ben là, je pense qu'on va en rediscuter encore à la table ronde. Moi, vous avez compris mon approche, je veux mesurer, je veux vérifier. Et donc, j'aime bien ce médecin, McDougall, donc ça c'est une étude vieille maintenant, où à l'époque il s'est dit, ben, si l'âme existe, lui il était matérialiste, elle doit avoir un poids. Et quand je vais regarder les personnes qui vont mourir, ils vont perdre du poids, parce que l'âme s'en va. Vous rigolez, mais je trouve que c'est intéressant de tester son hypothèse. Ça a donné un headline au New York Times. Il a dit c'est 21 grammes. Il a aussi euthanasié des animaux. L'aiguille ne bougeait pas. Il a dit, voyez bien, les animaux n'ont pas d'âme. Et donc ça fait un beau film d'Hollywood. Ça n'a pas été reproduit. Et quand on meurt, on ne perd pas 21 grammes. L'âme ne pèse pas 21 grammes. Mais je trouve c'est intéressant de tester ces hypothèses. C'est la même chose qui a été fait par cette étude par Sam Parnia. Vous en avez déjà entendu parler. On va cacher des objets. Si vous êtes capable de lire les objets cachés, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il a publié les résultats. Et donc, ce qui est important, c'est que pour le moment, on n'a aucun témoignage de quelqu'un qui a eu un arrêt cardiaque, une expérience de mort imminente et d'incorporation, qui a dit « voilà ce qui était là-haut ». Alors, il y a peut-être plein d'autres raisons que c'est revenu négatif, mais j'aime bien cette approche où on va confronter ce qu'on pense comprendre avec ce qu'on pense mesurer. Et donc, le jour où, évidemment, on a un autre résultat, eh ben, ça va être super intéressant. Entre-temps, je pense qu'on a beaucoup de livres, il y en a plein, vous avez vu à l'entrée, et une vision très binaire. J'y crois pas. Et ça, pour moi, c'est dommage. Je suis un peu déçu par ceux, et il y en a, qui disent ben voilà, c'est dans le cerveau, hein, ça fait des belles couvertures, c'est telle ou telle partie, neurotransmetteur. Je pense pas, enfin, je suis un peu triste de voir qu'il n'y a pas plus de curiosité. Et je pense qu'on ne peut pas dire on a compris les expériences de mort imminente. Ça m'a l'air dogmatique de dire c'est un manque d'oxygène ou tel processus qu'on a compris le phénomène. De l'autre côté, et ça c'est l'autre illustration là, je ne pense pas non plus qu'on puisse dire « Ah, voilà, ça y est, on a la preuve scientifique d'une vie après la mort, il n'y a plus rien à démontrer, c'est clair maintenant ». Là aussi, je trouve que ça peut être dogmatique. Et si on dit ça, j'aimerais aller plus loin. S'il y a une conscience cosmique, s'il y a une conscience en dehors, en absence de toute activité cérébrale, ben il faut quelque chose qui nous dise c'est quoi cette force, énergie, onde. Est-ce que c'est une onde électromagnétique? Laquelle? Est-ce qu'on peut la tester? Est-ce qu'on falsifie les théories? Et donc je trouve que, et c'est ce qu'on essaye de faire, il manque ce chemin du milieu qui dit ben, on n'a pas compris, on est juste curieux et on veut avancer dans un domaine qui est certes difficile. Et c'est pour ça que Dr Martial a déjà fait un appel à témoins. Je ne peux que le répéter. Si vous avez vécu ça, si vous connaissez quelqu'un, partagez votre expérience. Écrivez-le sur un petit A4. Charlotte revient vers vous avec des questionnaires. Elle en a maintenant 1600, je ne sais plus combien, mais il en faut encore plus parce que c'est compliqué, parce que ça survient dans des situations difficiles où souvent on va utiliser des drogues qui peuvent faire halluciner, on fait de la fièvre, on peut faire un délire, etc. Et donc, oui, on a des hypothèses. Et donc, oui, on va regarder ce cerveau parce qu'il est quand même important, parce que ce qu'on voit, et on ne peut pas ignorer toutes ces connaissances neurologiques, quand on change le cerveau, que ça soit après un trauma, une hémorragie, ça change vos pensées, vos perceptions, vos émotions. Ou quand on change son fonctionnement avec des médicaments. Mais on ne peut pas dire a priori, ça doit être dans le cerveau. Là, je pense que le vrai scientifique, il doit être ouvert, en effet,
et essayer d'avancer dans un domaine où il y a une série d'hypothèses, mais il n'y a pas pour le moment une théorie qui explique l'ensemble, loin de là. Par contre, c'est intéressant pour moi de savoir, tiens, ceux qui font des expériences négatives, et ça existe, est-ce qu'on arrive à le comprendre, le corréler? Et donc, par exemple, en cas de suicide, cela est plus fréquent. En cas de lésion dans le tronc cérébral où on est paralysé, cela est plus fréquent. Quand je vais faire des conférences comme ça en Russie, et je dis que nous, les 1600, eh bien 95% de ces personnes, ils sont incroyablement positifs de ce qu'ils ont vécu. Eh bien, Père Sergueï, mon copain là-bas, il dit, ben moi pas du tout. La moitié, ils vont voir le diable, ils vont à l'enfer. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais ça mérite d'être mieux étudié et d'identifier les éventuelles composantes culturelles ou sociales. Charlotte a parlé hier comment on peut le reproduire au labo. Je vais un peu avancer. J'étais moi-même cobaye dans une de ces études où on m'a fait tomber dans les pommes et ben, malheureusement, je n'ai pas vu la lumière, mais on a quand même vu que l'électroencéphalogramme permet de prédire ceux qui ont cette sensation de bien-être, cette lumière, et donc c'est une piste qui me semble être intéressante. On a entendu Moody et sa formidable contribution à parler d'un sujet, c'était pas facile, life after life, moi je me suis permis de mettre un question mark. Je pense que c'est super important de l'étudier, on a beaucoup trop peu d'études scientifiques et surtout pas d'explications pour ces phénomènes qui sont pour moi une réalité physiologique. Mais maintenant, on aimerait aller plus loin que le vécu subjectif. Et ça, c'est compliqué. Je pense que, pour le moment, personne ne sait ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui fait une expérience de mort imminente. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça a été prouvé que le cerveau, il est mort. Certainement pas. Ils ne sont pas en mort cérébrale, comme je vous ai dit, même qu'il est sans activité aucune, mais il faut continuer les efforts. Je pense que la mort dans notre société et dans mon métier, ça doit être considéré comme un événement. Moi, on me demande de faire le diagnostic de la mort, mais là, c'est vraiment binaire. Je ne peux pas dire il est un peu mort. Alors que la réalité biologique, c'est que c'est un processus. D'accord ? On a ce processus de mourir où je pense qu'on n'a pas encore assez étudié le phénomène, comme d'ailleurs, quand on parle d'une vie après la vie, où pour moi, et vous le savez, il y a une preuve scientifique de vie après la vie, c'est le don d'organes. Il y a une preuve scientifique d'une vie après la mort, c'est le don d'organes. Et donc je vous invite tous à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, parce que si vous voulez bien recevoir quand vos reins ne fonctionnent plus, il faut aussi qu'il y ait des donneurs. C'est la même chose pour le début de la vie. Qu'est-ce qui se passait si on a difficile à accepter que notre vie, elle va à un moment arrêter, mais qu'est-ce qui se passait avant qu'on était là? Et quand la vie commence, et donc je pense que historiquement, on a sous-estimé la capacité de conscience, non seulement chez des personnes dites dans le coma, aussi en fin de vie, et les études le montrent, ou chez les nouveau-nés. Il n'y a pas si longtemps, on considérait qu'ils ne percevaient rien du tout. Ça, c'est le petit Louis, né il y a 2 ans, et grande discussion avec sa maman pour dire qu'il ne perçoit rien. Et bien évidemment, on sait maintenant qu'il y a des émotions, qu'on doit donner des antidouleurs. Moi, quand j'étais à la fac, on considérait qu'il ne percevait rien du tout. Vous avez compris que moi, je veux mesurer. Donc ça, c'est le petit Louis avec des électrodes sur le front qui regarde qu'est-ce qui se passe quand il interagit. J'ai encore quelques slides pour parler un peu de la vie. Est-ce que vous me permettez, Martine ? On parle beaucoup de la mort. Moi, j'aimerais parler aussi de la vie. Et de cette question, quand est-ce qu'elle commence? Et à nouveau, la religion a la réponse. Ici, un dessin Moyen-Âge, c'est le jour de la conception. On voit le couple et il y a
le petit ange qui vient. Il y avait une discussion. Au Moyen-Âge, il y en avait aussi ceux qui suivaient Aristote, le grand philosophe, qui dans son fauteuil disait « Ah non, 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 c'est après 45 jours que l'âme entre dans le corps. » C'est la journée internationale des droits de la femme. Pour des raisons que j'ignore, Aristote disait « Et chez la femme, ça prend 2 semaines en plus. » Alors moi je veux, vous avez déjà compris, voir de mes propres yeux, donc je préfère quelqu'un comme Da Vinci qui va voir, qui va nous dessiner. Et évidemment, il y a la technologie. Ça, c'est la petite Margot, et c'est elle qui a la raison que j'ai si mal dormi. Et on peut la voir, et ça, c'est mon épouse qui est sur une machine. Elle est enceinte, grosse comme une baleine, et elle est enceinte. Ça, c'est la privation de sommeil, vous voyez. Et elle est où? Elle est à Tübingen, dans un projet européen, justement pour mieux comprendre la conscience, avec des experts là en Allemagne qui ont la meilleure machine de la planète, qui va mesurer ces fameuses ondes électromagnétiques créées par le petit Louis et son cerveau quand il entend la voix de sa maman, quand il entend des bruits, et vous voyez le petit cerveau de Louis qui s'active. Je lui avais bien expliqué. Et je pense que déjà, in utero, avant qu'on est né, il y a cette perception qui, petit à petit, se développe. Mais c'est clair, il faut, je pense, beaucoup plus d'études et certainement pas avoir l'arrogance de dire « on a compris la conscience ». Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'aura pas compris les expériences de mort imminente et on est toujours avec une sorte de gap entre quelque chose, c'est vrai, de matériel et ses pensées, ses émotions, ses perceptions. Et donc on veut aller plus loin parce que les scientifiques, ils n'aiment pas l'explication miracle. Merci à vous et prenez soin de la vie surtout.